Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal au sommaire. L'affaire tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, Olivier Boko et Oswald Omeki renvoyés en procès pour complot d'atteinte à la sûreté de l'État, corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux. Les détails dans un instant. Sortie définitivement, la ville de Cotonou de l'inondation était un rêve devenu réalité grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, projet initié par le gouvernement du président Patrice Talon, très salué par les populations. Et puis en interactualité, la crise énergétique s'aggrave en Europe, mais les solutions divergent d'un pays à un autre, pendant que certains pays européens continuent d'avoir la dent dure contre la Russie, d'autres préfèrent négocier. Merci de votre fidélité. L'affaire tentative d'atteinte à la sûreté de l'État prend une autre tournure. La commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu une ordonnance ce 2 janvier 2025 selon laquelle Olivier Boko, homme d'affaires influent, Oswald Omeki, ex-ministre des Sports, et Hugues Adjibekun, proches collaborateurs de Boko, sont renvoyés devant la chambre de jugement. En effet, les trois accusés actuellement en détention provisoire devront répondre de plusieurs chefs d'accusation. Il s'agit notamment de complot d'atteinte à la sûreté de l'État, de corruption d'agents publics et de blanchiment de capitaux. Ces charges font suite aux investigations menées par la Criette sur des actes visant à déstabiliser le régime du président Patrice Talon. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, projet initié par le gouvernement du président Patrice Talon et dont le coût de réalisation estimé à 264 milliards de francs CFA, a permis de sortir définitivement la ville de Cotonou de l'inondation à travers la construction de collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement de voies connexes. Quelques usagers rencontrés à Setovi et Fifadji par Arthur Wendo apprécient cet important programme réalisé à l'endroit de la population par le gouvernement de la rupture. Suivez plutôt. Les quartiers Setovi, Fifadji et Akpakpa Doudoumé à Cotonou ont tourné définitivement le dos aux affres de l'inondation grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Un programme initié par le gouvernement de Patrice Talon pour mettre fin à l'inondation et assainir la ville de Cotonou, ce qui fait la fierté des citoyens. Il y a 20 ans, de là, 2 ans, 1 an, 2 ans comme ça, on n'arrive même pas à passer par ici. Mais depuis que c'est arrangé là, on est bien et puis on n'a plus aucun problème quoi. Ouais, non. Donc tout va la maison, il y a la maison à côté là, tout est... C'était pas bien avant, mais aujourd'hui maintenant on est bien, on arrive à dormir. Bon, c'est bon. C'est bon, ça a permis de ne plus avoir l'inondation dans le quartier. Donc voilà, c'est bien, c'est propre. Construction de collecteurs d'assainissement pluvial de 935 mètres linéaires, pavage de 1,6 km de rue et construction d'un bassin de rétention d'eau d'une capacité de 116 500 mètres cubes, toutes choses qui amènent les uns et les autres à se fondre en remerciements. C'est maintenant on voit qu'on a trouvé un bon président. Et il n'a qu'à continuer de faire. Si on peut encore trouver quelqu'un qui peut nous conduire un peu comme ça serait aussi bon. L'endroit du chef de l'État, c'est bien, les travaux d'assainissement sont devenus réalité. C'est bon. Je vais le remercier, je le félicite et je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Des travaux confortatifs, à savoir l'éclairage public, le reboisement et l'aménagement des espaces verts, ont été également réalisés pour l'ensemble des ouvrages financés par la Banque mondiale à hauteur de 17 milliards 94 millions 82 367 000 francs CFA. Quel est l'état de la plage de Fidjrosé après les fêtes de fin d'année? On retrouve Arthur Wendo qui a fait le constat à Fidjrosé. Sachets de Purewater, de biscuits,
déchets plastiques, tel est l'état de la plage de Fidjrosset, quelques heures après les fêtes de fin d'année. Avec les sachets et tous les déchets qui sont laissés sur la plage, je trouve ça très mal parce qu'il y a les poubelles au bord de la voie. Donc quand vous venez ici, vous régalez, vous pouvez juste prendre les déchets et une fois au bord, on les dépose dans le poubelle. Parce que bon, il y a les arbres aussi qui sont là, les déchets plastiques, ça gêne la croissance des arbres aussi, donc c'est pas bien. Bon, les gens qui sont reposés aux plages là, bon, si le pilote est arrivé, ils ont besoin de l'eau, ils payent l'eau. Comme moi-même, je paye l'eau maintenant là, c'est comme ça. Et pourtant, la population est consciente de ce que ce n'est pas une bonne habitude. Non, c'est pas une bonne chose. Parce que c'est sale, mais à partir de un lendemain, les gens ils ramassent ça. C'est pas bien, non. Nous devons aussi aider l'État, chaque citoyen, voilà, à arranger le pays, c'est important. Une sincère prise de conscience s'avère donc indispensable. Moi, je dis que chaque citoyen doit savoir que le Bénin, ça nous appartient. Et on doit ensemble aider ceux qui dirigent le pays à nous aider à arranger le pays. Donc, chacun doit déjà savoir, une fois que je finis avec un contenant, je dois le déposer une fois au bord dans la poubelle qui est au bord. Il importe que chaque citoyen se mobilise autour de la préservation de notre cadre de vie, car cela y va de notre bien. Allons à présent à la découverte du métier de vétérinaire. Les vétérinaires diagnostiquent et soignent et opèrent les animaux domestiques ou sauvages. C'est un métier comme beaucoup d'autres qui exige une bonne dose de passion pour les animaux, mais aussi qui comporte beaucoup de risques. Arthur Rouendo nous en parle dans ce reportage. Le vétérinaire travaille avec le monde animal et diagnostique, soigne et opère les animaux domestiques ou sauvages. Il peut exercer en ville ou à la campagne. Le métier de vétérinaire demande une réelle passion pour les animaux. Le métier du vétérinaire est pluridisciplinaire. D'abord, le vétérinaire, c'est quelqu'un qui s'occupe de la santé animale, mais également de la chirurgie des animaux. Le vétérinaire, il soigne l'humanité et on est presque dans tous les domaines et je crois que la santé humaine dépend de nous. Les vétérinaires rencontrent quelques difficultés dans l'exercice du métier. C'est d'abord des difficultés d'incompréhension de la part des propriétaires d'animaux. Maintenant, de plus en plus, nous essayons de sensibiliser la population qui commence par comprendre. Vous avez affaire à des animaux, vous arrivez dans un troupeau, de 50, 60, 100 têtes, vous devez pouvoir circuler au milieu de cette population avec en tête le risque de se faire prendre par derrière. Ça, c'est déjà un risque. Et lorsque vous abordez un animal, vous devez savoir où vous tenir et comment vous tenir pour ne pas recevoir coup de tête, coup de corne, coup de sabot et ainsi de suite. Donc il y a ce danger qui est permanent et qui hante les vétérinaires. Les vétérinaires sont de plus en plus considérés au sein de la société et la population collabore davantage avec eux. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens acceptent soigner leurs animaux. Les peuples sont beaucoup plus ouverts, puisque le vétérinaire de plus en plus sort pour aller les rencontrer. Ils assurent et ils voient à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Donc ils sont maintenant conquis à la chose. Femme ou homme, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. En contact direct avec les propriétaires d'animaux, le vétérinaire doit également faire preuve de pédagogie et de tact. L'état de santé d'un animal peut s'avérer délicat à traiter. Le vétérinaire doit trouver les mots justes pour expliquer la situation à ses maîtres. Hors de nos frontières, la crise énergétique s'aggrave en Europe, mais les solutions divergent d'un pays à un autre. Certains continuent de suivre coûte que coûte leur ligne dure contre la Russie, tandis que d'autres se penchent sérieusement sur les négociations. Alors que l'hiver bat son plein, l'Europe continue de s'enfoncer dans une crise énergétique.
À cause des sanctions imposées contre la Russie, l'Union européenne se voit obligée de payer un prix beaucoup plus élevé pour son énergie. Mais à ce coût élevé de l'énergie s'ajoute le blocage par l'Ukraine de l'approvisionnement en gaz russe des pays membres de l'Union européenne. Une décision unilatérale prise par Volodymyr Zelensky à l'approche de la fin du contrat de transit gazier. L'année 2025 s'annonce plus que compliquée pour le vieux continent. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche promet une complication de la situation énergétique en Europe, le président des États-Unis voulant à tout prix que l'Union européenne dépende du gaz et du pétrole américain. J'ai dit à l'UE qu'elle devait éponger son énorme déficit avec les États-Unis en achetant à grande échelle notre pétrole et notre gaz. Sinon, ce sera des tarifs jusqu'au bout. La Transnistrie subit déjà de plein fouet la décision de l'Ukraine de cesser le transit du gaz russe vers l'Europe. Tiraspol Transgaz, société gazière de la région autonome, a été obligée de couper l'approvisionnement en gaz de 12 institutions publiques à la frontière avec les zones contrôlées par le gouvernement de Moldavie. Les conséquences de cette insuffisance gazière affectent en premier lieu les pays de l'Europe de l'Est. Ainsi, incapable de payer sa dette historique de quelques 709 millions de dollars à Gazprom, la Moldavie restera sans gaz russe à partir du 1er janvier 2025. Et bien évidemment, les autorités moldaves refusent de reconnaître leur dette et préfèrent suivre le scénario occidental classique, accuser la Russie. Le véritable objectif du Kremlin est de déstabiliser la Moldavie et de plonger le pays dans le chaos. Mais tous les dirigeants des pays de l'Union européenne ne veulent pas mener à tout prix une politique russophobe. Ainsi, le Premier ministre slovaque Robert Fico tire la sonnette d'alarme auprès de la Commission européenne quant à la décision du régime de Kiev de laisser l'Europe sans possibilité de recevoir le gaz russe. L'arrêt unilatéral du transit par l'Ukraine vers la Slovaquie privera les citoyens, les entreprises et les infrastructures européennes de dizaines de milliards d'euros par an, l'Ukraine de près de 800 millions d'euros et de la possibilité d'importer du gaz d'Europe, et la Slovaquie de plus de 400 millions d'euros par an en frais de transit et de bien plus d'1 milliard d'euros sur le prix de la marchandise. La perte causée à la Fédération de Russie ne s'élèvera qu'à environ 2 milliards d'euros, soit seulement 3% environ de toutes les pertes causées aux 27 États membres de l'UE. Sans parler du fait qu'un volume de gaz aussi faible sera facilement placé par la Fédération de Russie sur d'autres marchés, ce qui pourrait ramener les pertes pour la Fédération de Russie à un niveau proche de zéro. Le vieux continent se trouve à présent dans une situation difficile qu'il a lui-même créée. D'un côté, les États-Unis avec Donald Trump, qui veut faire à tout prix de l'Europe un territoire dépendant de Washington. De l'autre, le conflit en Ukraine avec Zelensky, qui veut de l'argent et des armes, sans rien donner en retour. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Bonsoir chez vous.